Mesdames et messieurs, bonjour. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver sur BZD-TV pour votre émission littéraire, Le Livre en question. Et comme vous le savez, chaque 2 semaines, nous rencontrons des auteurs assez talentueux de l'Afrique, de sa diaspora, de l'Europe, du monde entier. Et nous essayons ensemble de partager notre amour pour la chose littéraire. Et donc pour ce jour, nous recevons un auteur. Il se nomme Michael Nativel. Et il est l'auteur du livre La traversée de l'existence. Michael Nativel, bonjour. Bonjour. Pourquoi la traversée de l'existence? Qui a traversé l'existence? Est-ce vous? Je crois que c'est pas moi, c'est mes personnages. Oui. Et peut-être que le titre, il voulait raconter une histoire ambitieuse. Oui. Et c'est pour ça que j'ai opté pour ce titre, qui n'était peut-être pas le titre originel. Je suis passé par différentes étapes avant d'arriver à me dire ce sera le titre de ce livre. J'avais commencé par l'intituler L'aïeul bleu, puisque le cœur de ce livre, oui, c'est une quête, la quête d'une yole. Qu'il a vu en songe. Voilà, et qu'il a voulu retrouver dans sa réalité. Il a réalisé un rêve d'enfance et tout. Voilà. Et en décidant de l'appeler La traversée de l'existence, ça m'a ouvert beaucoup plus d'opportunités dans l'écriture, puisque ça me permet c'est un prétexte pour pouvoir parler de tout. Bah oui. Bah, avant tout, on va vous présenter. Vous êtes originaire de La Réunion, l'île de La Réunion, c'est précis. Donc, Michael Nativel vit donc en Essonne. Donc, c'est une région. Dans le 91, on n'est pas loin. Voilà. Et vous êtes aussi auteur d'albums de jeunesse. Oui. Et de romans poil d'ut. Et donc, vous avez une production littéraire assez ouverte. Hein. Oui. Tout à l'heure, on aura l'occasion de découvrir vos œuvres. Avant tout, on va vous écouter lire un extrait de votre livre, je crois, la 4e de couverture. Ah, s'il vous plaît, je vais vous lire la 4e de couverture de La traversée de l'existence. Donc, Joseph n'a plus goût. Voilà, alors j'espère que ça va résumer l'idée. Ça situe un peu l'histoire. D'accord, alors je vous lis ça. Joseph n'a plus goût à sa vie agitée. Une nuit, un souvenir d'enfance lui revient. À l'aube de ses 46 ans, il se lance à la poursuite de son rêve de gosse, une yole bleue. Aux côtés de Jacques, un multimillionnaire volubile et prétentieux qui se dit prophète, il va traverser le monde. De Madagascar à la Guyane, en passant par la Réunion et la Californie, Jacques et Joseph rencontreront un ancien moine bouddhiste devenu sportif, une nonne excommuniée, un poète au capital inépuisable, un businessman passionné de psychanalyse et un ex-fonctionnaire reconverti en artisan. Voilà à peu près de quoi parle ce livre. Pourquoi tous ces personnages? Et puis, en plus, en lisant vos romans, on voit un schéma se dessiner, quelque chose se cache entre les lignes. Donc, pouvez-vous nous en dire plus? Qu'est-ce que vous voulez réellement? Un millionnaire Oui, alors à travers ce livre, il s'agissait d'aborder tellement de sujets. Voilà, il s'agissait d'aborder tellement de sujets que j'ai dû m'appuyer sur différents personnages pour appuyer certaines caractéristiques. L'origine de ce roman, je crois que je voulais parler simplement du bonheur. Et je voulais faire quelque chose de très léger. Et finalement, il s'est avéré que ce n'est pas si léger que cela. Ça m'a pris le fil conducteur de ce livre. Je l'ai écrit dans un temps relativement court. Et ensuite, pour développer l'ensemble de mes idées, ça m'a pris quelques années. Donc, justifiant ce travail de quelques années, ça ne pouvait pas être un roman si léger que ça. Donc, peut-être que ça parle du bonheur. Voilà. Mais peut-être que ça parle aussi beaucoup de choses diverses et variées. On va rapidement présenter la couverture à nos téléspectateurs. Donc, La traversée de l'existence, roman, Michael Nativel. Voilà. Et un roman de plus de 200 pages. Plus de 200 pages. Alors, il est écrit petit. Ouais, donc, ça se trouve si... Et je signale que notre auteur est assez prolifique. Vous avez pas mal déjà vous êtes relativement jeune. De quel temps vous avez eu à écrire tous ces livres? Je crois que c'est parce que je me concentre beaucoup. Je me focalise sur ce qui me semble être essentiel. Voilà. Je me disperse pas beaucoup. Je crois que je suis pas si prolifique que ça. Juste, j'évite de me disperser, de consacrer mon temps à des choses qui me semblent inutiles. Au final, je crois que c'est payant, puisque
en faisant que ça, j'en arrive à du haut de mes... Vous avez combien au total? Alors j'ai écrit, je crois, 13 livres déjà. Je pense que tout ça, c'est à vous. Hein. Ah oui, c'est à moi. Vous allez nous présenter rapidement. D'accord, je vous les présente si vous voulez. Je crois une dizaine. D'accord, bah alors j'avais écrit Voilà, face à notre caméra. Voilà. J'avais écrit alors, La traversée de l'existence est mon premier livre, mon premier roman qui est relativement volumineux, qui m'a demandé un travail très particulier. Et après celui-ci, pour moi, il était hors de question de rester sur le même type d'écriture. Et ma ligne de conduite, c'est toujours de me diversifier, toujours faire quelque chose dans la forme, peut-être pas toujours dans le fond, mais dans la forme, quelque chose d'original pour moi. Alors le second livre, ça a été un recueil de nouvelles, j'ai écrit 5 nouvelles, qui, je crois, À la recherche du corbeau blanc, le titre du livre. Je trouve le titre magnifique. C'est un peu prétentieux, mais... C'est par ordre ou en désordre là, oui, je vous les présente dans l'ordre chronologique. Voilà, dans l'ordre chronologique dans lequel je les ai sortis. Celui-là, je l'ai sorti aux alentours de 2009-2010. Donc voilà, À la recherche du corbeau blanc, un recueil de 5 nouvelles. Thank You Hollywood. Bon, j'avouerai que c'est le livre dont je ne suis pas forcément le plus fier. C'est un recueil de citations basé sur le cinéma hollywoodien, exclusivement. J'en suis aujourd'hui pas forcément fier parce qu'il n'y a pas une création littéraire comme j'aime la faire dorénavant. Mais au moment où j'ai eu cette idée, il était hors de question de ne pas aller au bout de ce concept. C'est-à-dire, j'ai classifié des citations de films américains. Si jamais quelqu'un devait avoir écrit ce livre à ma place, je crois que j'aurais été jaloux de ne pas l'avoir sorti. Donc, même si ce n'est pas mon meilleur, Thank You Hollywood, je l'assume pleinement. J'ai eu l'occasion de rencontrer un photographe, et on a travaillé, qui avait travaillé, le photographe Didier Gérardin, avait travaillé sur une série de photos consacrées au jazz, et il m'a offert l'opportunité d'écrire des textes autour de ces photos. Il se trouve qu'il avait adoré mes textes, donc on les a publiés et on en a fait un livre qui est très joli, voilà, qui est illustré par des photos, c'est que du noir et blanc. Voilà, je suis passé... Quatrième, je crois. J'en suis au quatrième, voilà, c'est ça. Librement inspiré, d'après le prophète de Khalil Gibran. Alors celui-ci, il est, j'en parlerai pas au passé, puisqu'il existe, hein. Il a une forme d'ambition, puisque, comme dans La traversée de l'existence d'ailleurs, j'aborde beaucoup de thèmes, ce qui m'amène, moi et le lecteur aussi, à réfléchir à des sujets auxquels on ne pense pas forcément. Et alors, pour moi, ce livre, j'ai pris un grand plaisir à le faire, parce que Le prophète de Khalil Gibran, c'est un livre adulé. Peut-être que je voulais me frotter à lui, peut-être que je suis parfois prétentieux dans mon écriture, je l'assume pleinement, puisque il faut croire un petit peu en quelque chose, en ses qualités littéraires, sinon on n'écrit pas et on ne publie pas. Et j'avais entendu tellement de commentaires élogieux autour du prophète, et moi, après la lecture du prophète, je ne retrouvais pas la magie dont on me parlait, parce que c'est un livre, bien qu'il soit magnifique, il est... Pour moi, il n'est plus du tout contemporain. Alors du coup, j'étais content de lui avoir fait peau neuve, en respectant le même schéma que le prophète de Khalil Gibran, mais en faisant mon petit livre à moi. Alors ensuite, j'ai eu l'occasion... voilà, Jean Miam Miam. Alors, d'après une histoire de Corentin Nativel. Corentin Nativel, c'est mon fils. Alors c'est un livre pour enfants. Voilà, il a été illustré par Cécile Bouillet, hein, une illustratrice qui prend plaisir à dessiner, qui dessine très bien quand elle est en forme. Donc Jean Miam Miam, mon fils avait eu l'idée de nous donner une histoire de base. Et pour le challenge, je lui ai dit, écoute, si on essayait de faire un livre ensemble, et on a été au bout de l'idée. Donc Jean Miam Miam, un livre pour enfants. Ensuite, j'ai écrit Évangile, celui-là un peu audacieux, puisqu'il s'agissait de tourner un peu en dérision les évangiles officiels, les canoniques. Voilà. Donc, le message est passé, vous n'avez pas eu trop de soucis? C'est pour ça que je le vends un peu plus cher que les autres, parce qu'il était un peu dangereux à écrire et il ne plaît pas à tout le monde. Mais j'en suis très content aussi, parce qu'il m'a permis d'aller chercher des ressources que je m'ignorais. J'ai été hésitant à le faire, parce que ce n'est pas évident de dire je vais réécrire, reprendre les évangiles et le réécrire à ma sauce. J'ai osé le faire et j'en suis très content. Peut-être qu'il fait partie de mes meilleurs livres, d'après mes critères.
chez Monsieur Robert. Alors celui-ci aussi. Et celui-ci, il est un peu spécial parce que c'est celui que je l'ai écrit très rapidement, et c'est celui d'ailleurs qui a rencontré un plus large public. C'est un livre tout simple sur de la vulgarisation littéraire. C'est l'histoire d'un retraité qui explique la littérature à 3 jeunes de banlieue. Voilà. Et celui-là, j'en suis aussi content. De toute façon, je crois que je suis content de tous mes livres. Siparis, Siparis, qui reprend une histoire vraie qui a eu lieu en Martinique. Siparis, un personnage, Louis-Auguste Siparis, qui a vécu en Martinique. Son histoire est très particulière. Parce que, si je la raconte, je vais raconter un peu l'histoire de mon livre, mais pourquoi pas. Brièvement, alors Siparis, il s'est retrouvé en prison, en 1902, il s'est retrouvé en prison en Martinique, et il s'est retrouvé en prison au moment où le volcan, la montagne Pelée, a explosé. Et il se trouve qu'il a été l'un des rares survivants de ce cataclysme, qui a connu plus de 25 000 morts, et il a eu la chance de survivre simplement parce qu'il avait été en prison. Et du coup, son récit est rentré dans le patrimoine culturel de la Martinique, et comme j'ai beaucoup de tendresse pour la Martinique, voilà, j'ai été content aussi d'aller puiser des choses dans cette culture, et c'est une façon aussi de me rallier à la Martinique, puisque j'adore cette île. Voilà, j'ai eu l'occasion d'y passer de nombreuses fois. Alors, je continue. Entre vert clair et vert foncé, un autre album jeunesse. Alors, cette histoire, cette fois-ci, mon fils n'y a pas participé. C'est juste une histoire que j'ai décidé d'écrire. La petite contribution à mon fils a été la suivante. Cette histoire est partie sur une petite phrase qui m'avait glissé. Bon, il se trouve qu'on est métis dans la famille. J'ai été marié, la mère de mon fils est noire. Et du coup, mon fils a de temps en temps eu l'occasion d'être victime de quelques propos racistes. Et il m'a lancé cette phrase un jour, j'aimerais bien être vert, comme ça personne ne serait raciste de moi. Et j'ai eu la vivacité d'esprit de lui répondre, mais si tu étais vert, il y aurait un racisme entre les verts clairs et les verts foncés. Oui, voilà. Et donc voilà sur quoi est parti ce livre. Voilà. Oui. Voilà. Alors, la petite contribution de mon fils a été celle-ci, de lancer l'élément déclencheur. Voilà. Et donc j'ai créé une espèce de guerre entre deux mondes. Une imagination. Peut-être, peut-être, voilà. Et donc 8e ou 9e ou... Voilà. Oui, c'est presque fini, c'est presque fini. Être là. Être là, alors celui-ci il est encore plus épuré. J'ai même oublié. Dans quel genre Alors celui-ci, c'est un roman. Alors là encore une fois, comme je disais tout à l'heure, ma dynamique d'écriture, c'est de jamais garder la même forme. Alors même s'il s'agit de roman, je trouve un canevas toujours différent. Et celui-ci, il est conçu sous forme de lettres. Enfin, c'est épistolaire, mais ce n'est pas une correspondance. C'est l'histoire, bon, ça me concerne énormément. C'est l'histoire d'un père qui a laissé une lettre, une longue lettre, pour expliquer ses vues sur la vie à son fils. Et lors de son décès, cet enfant va découvrir cette lettre et va découvrir toutes les opinions. Une histoire personnelle, non Bon, je ne suis pas mort, mais c'est très personnel dans le sens. Non, je veux dire de vous à votre père, peut-être. De moi à mon fils, voilà. C'est des propos que j'ai cherché à lui adresser. Voilà, que j'ai cherché à lui adresser. Et aujourd'hui, mon fils a 13 ans, il n'est pas en mesure de lire ce livre qui a une forme de consistance qui ne correspond pas aux enfants. Mais je pense avoir fait un travail que beaucoup de parents pourraient me jalouser, voilà, parce que j'ai dit le fond de ma pensée à mon fils et je lui laisse sous une forme... Être là. Voilà, être là, c'est le titre. Voilà. À quelle maison d'édition Alors, je suis en auto-édition. C'est moi qui finance et qui m'occupe de faire tout autour de mes bouquins. On va en reparler tout à l'heure. Voilà, d'accord, on en reparlera. Et le petit dernier, alors, dont je suis aussi fier puisqu'il est tout à fait récent, c'est Wesh, le musée d'Orsay. Alors Wesh, le musée d'Orsay, ça parle de peinture, surtout de l'impressionnisme, mais du post-impressionnisme, du néo-impressionnisme. Alors, il parle... Roman ? C'est un roman. Là encore une fois, la forme est toute particulière parce que le chapitrage est fait sous forme de... Alors, ça tourne autour des adolescents. Ce sont des adolescents qui font des exposés, voilà, qui font des exposés autour de la vie des peintres. C'est pas le langage. C'est pas le langage d'un romancier. Ouais, parce qu'on en parle. Peut-être. Le langage qui s'appelle Wesh. Alors l'origine de ce bouquin, il est basé sur un fait qui a eu lieu
qui a eu lieu en 2016, en décembre 2016, c'est relativement récent, des jeunes de Seine-Saint-Denis ont été jetés du musée d'Orsay par les gardiens du musée, et ça s'est très mal passé. Ça a pas mal buzzé leur histoire, puisque les gardiens du musée auraient viré les gamins en leur disant « fermez vos gueules, fermez vos gueules ». Bon, alors on en arrive à parler de discrimination et raciale et sociale, voilà, et de discrimination sociale. Et donc c'est pour ça que ce livre, j'ai voulu faire comme un correctif et proposer aux enfants qui n'avaient pas eu l'opportunité finalement de visiter ce musée une autre façon de s'approprier la culture picturale. Voilà. Et donc ce livre, je l'ai sorti très récemment, il y a quelques mois simplement. J'espère que j'aurai l'occasion d'en parler davantage sur différents plateaux. Voilà. Et je crois que j'ai fait le tour de ce que j'ai fait. Ouais. Voilà. Et vous arrivez à vivre de vos plumes? Ah, mon grand désespoir, pas encore. Vous vivez de vos plumes? Bon. Non, je ne vis pas du tout de ma plume. Je vis pas du tout de ma plume. J'en suis encore très loin. Peut-être que ça finira par arriver. Aujourd'hui, j'ai 40 ans et mon travail, depuis très peu de temps, je suis devenu jardinier. Voilà. Donc, ça correspond. On reste optimiste. Ah, je reste optimiste. Optimiste, oui. Donc, toujours dans votre livre, à la page 9, oui. On va, peut-être éventuellement, donc à la page 9, votre héros est prêt à tout abandonner pour un voyage. Avez-vous réellement rencontré de telles personnes? Des personnes qui ont voulu tout abandonner? Ouais, Alors des personnes qui ont voulu, oui, qui l'ont fait, quasiment pas. Ouais. Mais déjà, d'ailleurs comme le personnage, je crois qu'il y a, c'est une première étape. Si ça ne vous gêne pas, vous pouvez nous lire le passage. Le passage concerné. Par la page 9. Voilà, la page 9, oui, si vous voulez. Oui. Le personnage, c'est pas moi qui parle, hein, c'est le personnage qui s'appelle Joseph. Alors il fait le bilan de sa vie. J'étais un cliché, stéréotypé de la tête aux pieds, même ma voiture me correspondait. Une simili sportive coupé gabriolet de marque réputée. Endosser alternativement le rôle d'employé modèle et de dragueur de proie toute cuite, m'éviter d'avoir à m'interroger sur moi. J'en étais là. La vie finit par donner ce que nous lui demandons. Je l'avais vérifié. J'avais bataillé pour être et avoir cette réussite. Une fois obtenue, je n'y avais plus goût. J'étais blasé. Je possédais, j'étais occupé, mais je me sentais vide. À l'aube de mes 46 ans, je faisais le bilan. Cette vie ne me satisfaisait pas. Voilà. Alors, je n'ai pas rencontré de personnes qui concrètement ont tout abandonné. Peut-être qu'en faisant petite introspection, je peux trouver des personnes. En tout cas, je peux citer. Je me souviens de personnes qui ont osé des changements. Vous avez rencontré ceux qui ont voulu. Ceux qui ont voulu, ça on en rencontre. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Qu'est-ce qui les a poussés à... Ce que j'ai vu, c'est qu'ils ont osé à un moment me rêver, à un moment peut-être se donner l'opportunité de quelque chose de différent. Alors, pour ma part, je ne saluerai pas, enfin, dans la mesure où je ne connais pas personnellement des gens qui ont tout plaqué pour prendre une autre orientation. Je saluerai ceux qui ont osé changer des choses. Pas tout plaquer, mais changer des choses. Je dis que j'étais jardinier, je côtoie un jardinier qui jusqu'à très peu de temps était graphiste, il travaillait dans la communication, tout se passait très bien pour lui économiquement. Et il a osé se reconvertir en jardinier. Alors il n'a pas tout plaqué, puisqu'il a la femme et les enfants. Il vous a dit pourquoi? C'est que la pression d'un monde fait de recherche matérielle ne lui convenait plus. Et il voulait retrouver une certaine sérénité. Il a osé faire ça. Je peux citer des exemples. Un professeur des écoles qui s'est arrêté de travailler pendant une année pour passer un CAP de pâtissier. Alors, la personne a repris son travail de professeur des écoles. Mais il y a quand même une certaine audace à vouloir s'orienter vers quelque chose d'autre. Toujours dans votre livre, à la page 19, votre personnage, le multimillionnaire, affirme quand, en 30 ans, tu deviens multimillionnaire sans lever le petit doigt, en bénéficiant d'un jeu du hasard qui t'accorde de cocher le bon numéro. Alors bon, c'est quelques extraits, hein, bon, je crois que tu te retrouves. Donc la question c'est, croyez-vous à la chance ou au destin? Non, pas du tout. Parce que lui, d'accord. Alors là, c'est mon personnage. 30 ans, il était multimillionnaire. Alors il fait un bilan de quelque chose de hasardeux qui lui est arrivé. Alors moi, pour ma part, si vous me posez la question, tout à fait personnellement, le destin, je n'y accorde strictement aucun crédit.
Ça peut sembler dur de le dire de façon aussi sèche, mais je pense qu'effectivement, il se passe des choses dans le cours de notre vie, et quand on se retourne, ou quand on observe la vie des personnes significatives, des personnalités significatives, oui, on voit un destin se tracer. Mais c'est parce qu'on regarde derrière. Mais combien de vies ne sont pas des destins qui finalement ont un intérêt quelconque. Je ne sais pas si je me perds pas un peu dans mon explication. Donc, à la question, est-ce que je crois en la chance? La chance, je crois au hasard, que notre vie est faite de hasard, que tout ce qui nous arrive est hasard. Et au milieu de ces hasards, il peut y avoir des hasards heureux. Et si certains peuvent interpréter ça comme de la chance, oui, c'est de la chance. Mais je ne pense pas que la chance ou le destin, quelque chose soit dessiné et doit nous arriver parce que c'est écrit quelque part. Je pense que c'est... Votre rapport au divin, donc... il y a attention, on n'a qu'une heure à parler. Là, je suis... Un grand architecte qui les ficelles ou bon... D'ailleurs, j'ai parlé du livre Évangile, le livre que j'ai osé écrire, parce qu'il s'agissait pour moi de remettre à plat beaucoup de choses. J'ai été élevé dans la croyance chrétienne, dans la pratique chrétienne. Vous êtes... Oui, j'ai été élevé, voilà, donc ma culture c'est vraiment ça. D'ailleurs, quand j'ai écrit Évangile, je me disais, alors, il n'a pas été facile d'oser le publier, parce que ça ne plaît pas à tout le monde. Beaucoup de gens se sont sentis attaqués, surtout dans mon cercle. Hein. Je ne vais pas parler de... Je ne reçois pas non plus 1 million de mails qui parlent de mes livres, hein, très honnêtement. Donc les gens autour de moi n'étaient pas enchantés de voir un tel titre apparaître, surtout que je l'ai sous-titré Évangile, une fantaisie littéraire. Au début, j'avais pour idée de l'appeler Évangile selon l'idiot du village. Bon, je trouvais qu'il y avait trop de parti pris dès le titre, et je me suis aperçu aussi que... alors, donc, vous me parlez de la question, mon rapport au divin, mon rapport peut-être à la foi religieuse, je ne sais pas, c'est que pour moi, il s'agit de remettre les choses à plat et de les penser comme on veut les penser. Et si j'ai été élevé en tant que chrétien, il n'empêche que ça ne me convient pas du tout. Donc aujourd'hui, j'ose complètement penser les choses différemment et proposer une alternative qui est une forme de philosophie. Ça peut arriver. Donc à la page 23 aussi, toujours dans votre livre, votre personnage part à Madagascar pour réaliser un rêve d'enfant. Et donc, vous, est-ce qu'enfant, vous avez eu un rêve? Des rêves, je ne suis plus un enfant, mais des rêves, j'en ai tout le temps. J'ai eu des rêves enfants, j'ai eu des rêves adultes, j'ai des rêves qui n'arrêtent pas. Et c'était quoi votre rêve quand vous étiez enfant? Enfant, précisément, je crois que je serais incapable de dire précisément ce qu'il en était. Je crois que je voulais simplement... Je pensais pouvoir vivre une vie facile, une vie tranquille. Une vie tranquille. Je ne sais pas si j'y suis arrivé. En tout cas, ma vie n'est pas si complexe que ça. Il n'y a pas de problème majeur, puisque... Je vis ma vie, j'ai un enfant, tout se passe très très bien dans la famille. J'écris des livres parce que à un moment, ça c'est plus tardivement. C'était pas en tant qu'enfant, c'est en tant qu'adulte que j'ai rêvé de voir mon nom sur un bouquin et pouvoir le ranger dans les bibliothèques avec le bouquin des autres auteurs que j'adore. Et donc ça c'était un rêve, mais ça n'a pas été un rêve d'enfant. Voilà. Mais les rêves sont continuels. Aujourd'hui, mon rêve, c'est quoi? Vous me demandiez si je vivais de ma plume. Non, je ne vis pas du tout de ma plume. Mon rêve, c'est quoi? C'est un moment pas forcément de vivre de ma plume, mais d'avoir une reconnaissance de plus grande envergure. Voilà. Et vous avez choisi l'île de Madagascar. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous lie personnellement c'est assez fondamental dans ma vie, parce que mes parents sont malgaches. Je me dis de La Réunion, originaire de La Réunion. Il se trouve que je n'ai jamais mis les pieds à La Réunion, que mes parents n'ont jamais mis les pieds à La Réunion, que mes grands-mères sont réunionnaises, et qu'il se trouve que je ne suis pas complètement blanc. Donc du coup, il faut bien étiqueter les choses. Donc je suis réunionnais. Mais mes deux parents sont nés à Madagascar, ont grandi à Madagascar. Et donc fatalement, dans ma vie, dans ma culture, mon éducation, tout ce que je suis, on a été élevé, quand je dis on, c'est mon frère et moi, on a été élevé avec la culture malgache, qui est complètement imprégnée, qui fait partie de nous,
Les traditions, on les connaît. La nourriture, on la connaît. Voilà. Donc voilà pourquoi Madagascar, c'est complètement fondamental. Ouais. Pour l'instant, j'ai écrit que quelques petites choses. Il n'est pas improbable que j'écrive d'autres choses qui tournent autour de Madagascar. Okay. Nous allons vous laisser lire la page 26. Parce que à la page 26. 26, d'accord. Page 26, à la page 26, nous découvrons que votre personnage, Jacques, le multimillionnaire, a une double vie. Ah oui. Oui, à la page 26, vous pouvez nous lire et puis peut-être après on pose la question. Alors, si vous retrouvez. Alors, Jacques qui parle à Joseph. Oui. Pour te faire une confidence, Joseph, j'ai 2 familles, une à Madagascar et une autre à Paris. J'alterne les trimestres entre l'une et l'autre. À Paris vit ma femme officielle. Je l'ai épousée avant ma fortune. Elle imagine que je réside à Madagascar pour faire fructifier mon fric. Alors que sur des sommes aussi colossales, même si t'es modique... Même si t'es modique à côté des grandes fortunes du pays, même si tu n'es qu'un modeste multimillionnaire ne pouvant prétendre à la nationalité suisse, les banques se chargent affectueusement de faire fructifier ton fric pour toi. Ouais. Donc ce qui était intéressant dedans, c'est le fait que ce monsieur, qui est quand même un blanc caucasien, qui a 2 familles, oui. Une famille en Madagascar et une autre en Europe, c'est un peu la polygamie et tout ça. Quel est votre rapport à la polygamie et comment vous... La polygamie, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de... C'est une caractéristique culturelle qui ne fait pas du tout partie de mon environnement. Du coup... je ne peux pas me positionner pour ou contre. Je sais qu'aujourd'hui, avoir une femme, c'est compliqué. En avoir plusieurs, je ne sais pas. Voilà. Alors mon personnage, alors, il ne s'agit pas de polygamie, il s'agit surtout de parler d'illustrer l'infidélité consentie. Voilà, je trouve que pour enrichir mon personnage... Je crois que celle qui est à Paris ne sait pas. Elle ne le sait pas forcément. Oui. Mais l'autre aussi ne le sait pas, et donc il a une double vie en fait. Voilà, il a une double vie. Alors tous mes personnages ont une double vie dans ce roman. Tous mes personnages ont une double vie. Soit ont une vie antérieure qui a été différente de celle qui mène au moment du récit, soit comme Jacques, il mène une double vie entre Paris et Madagascar. Et cette histoire d'infidélité consentie, c'était un prétexte pour parler de la possibilité d'aimer de différentes façons. Voilà. Le personnage, je parle des enfants, je serais incapable de dire à quel moment, mais je parle de l'amour pour les enfants, on aime tous nos enfants de façon... Je n'ai qu'un enfant, donc je suis un petit peu mal placé pour parler de ça, mais on va imaginer. Les parents qui ont plusieurs enfants aiment leurs enfants de façon différente, mais ils les aiment tous les deux. Alors, ce personnage-là, Jacques, en tirant vers la fin de l'histoire, après toute la forme de philosophie qu'il a essayé de partager avec son camarade, il en arrive quand même à dire qu'il a des besoins rudimentaires à satisfaire et que sa première femme, bien qu'elle ne soit pas une épouse qui le transporte, elle est celle qui le satisfait d'un point de vue charnel et qu'il a de la tendresse pour elle à cause de ça. Voilà. Et en même temps, c'est un personnage spécial qui arrive à faire sortir une dame d'un couvent. Et la seconde, elle était au couvent et finalement, il a pu la faire sortir du couvent pour l'épouser. Ils ont fait, je crois, 3, 4, 5 enfants. Et voilà, c'est ça. Ouais, oui. Voilà. Oui. Et vous avez déjà connu ce genre de personnes? Non, j'ai pas eu l'occasion de connaître. Non, j'ai pas eu l'occasion de connaître des gens aussi extrêmes, bien que des séducteurs. Oui, j'en ai côtoyé qui ont été capables peut-être de faire changer des choses dans la vie de différentes personnes. Je sais pas, des femmes vis-à-vis des hommes et des hommes vis-à-vis des femmes. J'ai rencontré différents profils qui sont peut-être des gens qui m'ont inconsciemment inspiré. Voilà. Et donc, parce qu'il y a plusieurs personnages dans le livre, quel est celui qui vous fascine le plus ou qui... Alors peut-être Joseph. Alors déjà, c'est vrai qu'il est Joseph. Moi, je suis pris de court avec cette question. Joseph, c'est mon personnage principal et il a une forme de naïveté quand il s'engage dans son voyage. Il va rencontrer différentes personnes qui vont lui apprendre, qui vont lui offrir c'est un grand, donc c'est un adulte, il a 46 ans. Il y a des choses qu'il n'a pas à apprendre, mais il y a des choses qu'il a quand même à découvrir.
Et entre autres, il découvrira que, voilà, que des modes de vie différents sont possibles. Alors du coup, il a une naïveté qui l'amène à apprendre des choses. Et en cela, ce personnage me plaît. Ensuite, j'ai aussi mon dernier personnage qui, comme dans la plupart des livres, à la fin, il y a quelque chose d'exaltant. Il y a une espèce de dénouement. Bon, moi, je ne joue pas sur les suspens à travers mes livres, mais il y a quand même une forme de... un point culminant. Voilà. Ce ne sont pas des dénouements, mais c'est un point culminant. Et mon dernier personnage, c'est un ex-fonctionnaire reconverti en artisan. Je crois que j'ai beaucoup de tendresse aussi pour lui, cet homme qui a osé changer. Lui, ce personnage, pour le coup, le personnage fictif, a osé tout plaquer pour devenir un artisan et vivre sa vie avec beaucoup plus de liberté. Et en même temps, Joseph aussi, je crois, il a connu une tragédie, je sais pas, ses parents, je crois. Oui. Je crois que c'est son père ou sa mère, quelqu'un qui s'est suicidé. Oui. Voilà. Comment j'en suis arrivé à créer ce personnage. Voilà, et le suicide et tout ça. Est-ce que il se trouve que c'est des choses que vous avez... que j'ai vécues, non. Mais il se trouve que ce personnage m'a été inspiré, enfin cette situation m'a été inspirée par une connaissance, une personne qui est devenue un ami, et qui a eu... m'a raconté un soir que sa mère s'était suicidée. Il ne l'avait pas rencontrée, elle a fait ce qu'on appelle un baby blue, et elle s'est suicidée, et il vivait cette tragédie, elle était inscrite en lui, bien qu'il n'ait pas connu sa mère. Alors quelque part, ce livre, il y a une grande partie du livre qui lui est dédiée. Le personnage, d'ailleurs, le personnage central, Joseph, je parlais de sa naïveté que j'aimais, elle était aussi un peu inspirée par cet homme que j'ai rencontré qui souffrait encore, malgré son âge adulte, qui souffrait de la disparition de sa mère. Et à la fin, j'avais dédié un texte en vers qui était dédié à sa mère, voilà, qui était dédié à sa mère, et je crois que ça l'avait touché. Voilà. Ok, bah écoute, comme dans cette émission, nous avons une rubrique qui est l'expression de la semaine. Oui. Alors, quand je t'ai dit ne connaître ni d'Ève ni d'Adam, oui. Qu'est-ce que c'est là t'inspire? Je crois comprendre pleinement de quoi il signifie. Ignorer complètement l'origine de quelque chose ou l'origine de quelqu'un. Ouais. Voilà, c'est aussi une façon... Ok, donc je te laisse lire sur notre fiche. Sur ta fiche. Et expliquer à nos téléspectateurs la définition de ne connaître ni d'Adam ni d'Ève. Cette expression, qui signifie n'avoir jamais entendu parler de quelque chose ou de quelqu'un, existe depuis la fin du XVIIe siècle, puisqu'en 1700, dans Le Père Baou, jésuite convaincu de ces calomnies anciennes, on peut trouver l'extrait suivant. Une histoire et des bruits qui ont eu pour principal fondement la grossesse scandaleuse d'une fille qu'il ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam. Cette expression prend racine dans l'origine de l'humanité. En effet, Adam est le premier homme créé par Dieu, et Ève, la première femme. Ne connaître quelqu'un, ni d'Ève ni d'Adam, ce n'est pas connaître une personne directement, ni de réputation, ni par personne interposée. Même pas par les proches de la famille, aussi loin qu'on puisse remonter dans cette famille, y compris en allant jusqu'à Ève et Adam. L'extrait est plaisant, l'extrait de Le Père Baou, jésuite convaincu de ces calomnies anciennes. Le titre est marrant aussi. C'est libre. Et donc, on espère que nos téléspectateurs savent désormais que l'expression ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. L'origine, on l'a découverte. Voilà. On apprend des choses. Bah oui. C'est bien. Et on a aussi la rubrique l'expression de la semaine. Comme on vient de le dire, la rubrique l'expression de la semaine, ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Donc, en librairie, dans notre deuxième rubrique, et où nous présentons quelques livres. Déjà, on commence par toi. Michael Nativel, La traversée de l'existence. On a un livre que, je crois que c'est ton coup de cœur, tu nous en parleras tout à l'heure. Albert Camus, le mythe de Sisyphe. Je peux en parler. Et il y a aussi dans ce livre de Boga Sako Gévet, Mon combat pour le droit et la liberté. Bon, un livre politique. Toujours dans la même veine, un livre politique, Léandre Saïri, qui présente Lamentation, plaidoyer pour la libération de Laurent Gbagbo, de Léandre Saïri. Et on a aussi cet auteur qu'on a déjà reçu, Maïs Irena, donc Christelle Danjois,
qui est déjà passé dans notre émission. Et vous avez ce livre sur Félix Houphouët-Boigny, écrit par Paul-Henri Sirix, et Félix ou la sagesse africaine. Et puis donc notre bréviaire donc, de proverbes vont expliquer 365 jours. Voilà, donc c'est quelques livres qui sont en librairie. Et sans compter, bon, vous l'avez déjà tous présenté, hein, une dizaine de livres de notre auteur, Michael Nativel. Donc ce sont des livres donc, qui sont donc en librairie. Alors, et à l'auteur du jour, dans chaque émission, nous faisons un clin d'œil à un auteur particulièrement connu. Je ne sais pas si vous connaissez Toni Morrison. Non, je ne connais pas. Ah oui, Toni Morrison, elle fut la première romancière, 8e femme à recevoir le prix Nobel de littérature. Elle est américaine, d'origine afro-américaine, Toni Morrison. Donc, c'est l'auteur que nous allons découvrir aussi ensemble aujourd'hui. Toni Morrison donc, est née à Chloé Anthony à Rockford le 18 février 1931 à Lorraine, dans l'Ohio, au sein d'une famille ouvrière. Voilà, et puis bon, je te laisse lire la suite. Ses parents. D'accord. Voilà. Alors, Toni Morrison, que je ne connaissais pas, ses parents avaient déménagé et quitté le sud des États-Unis afin d'échapper au racisme régnant et de trouver de meilleures opportunités dans le nord. À la maison, elle est très vite férue de littérature et ses parents, très fiers de leur héritage, lui font connaître le folklore noir du sud, transmettant ainsi l'héritage afro-américain à la nouvelle génération. De son père, Toni Morrison hérite donc d'une conscience de son identité noire et de la complexité des rapports entre noir et blanc. Elle dira plus tard « Mon père était raciste. En tant qu'enfant de Géorgie, il a été marqué par le comportement des adultes blancs et toute sa vie, il eut le sentiment que c'était justifié pour lui de mépriser les blancs, alors qu'eux n'avaient pas de justification pour le mépriser. D'accord, une auteure à découvrir. Voilà, donc Toni Morrison, je crois que la plupart de ses livres ont été adaptés au cinéma. Les femmes de British Place, c'est un film que je sais passé sur les chaînes de télévision. Elle est très connue aux États-Unis en tout cas. Et on revient donc à votre livre, La traversée de l'existence. Donc à la page 57, voilà, vous faites un clin d'œil un peu aux religions. Vous parlez du bouddhisme. Oui. L'un de vos personnages qui était dans la religion bouddhiste, et puis après, voilà, si vous avez retrouvé la page, peut-être éventuellement nous lire quelques extraits. Alors l'histoire, le personnage que j'ai baptisé Orstov, c'est un ancien bouddhiste qui au moment du récit, se fait, court tout le temps. Voilà, il court tout le temps et il part sur l'idée qu'il peut transmettre aussi, enseigner aux gens qu'en développant ses aptitudes physiques, on peut de la même façon développer ses aptitudes intellectuelles. Bon, ça c'était juste pour la mise en forme. Donc je cite Orstov qui parle à Jacques et Joseph. « Voyez-vous, mes amis, j'ai de la peine pour les égarés. Durant mon service au temple, j'ai rencontré tant d'hommes et de femmes sans espoir, tant d'âmes indisposées à s'éveiller d'elles-mêmes, qui attendaient du bouddhisme un miracle de type « fermez les yeux et tout ira pour le mieux ». Elles confondaient la mort doucereuse d'une méditation contemplative et la sérénité. Le but du bouddhisme est de montrer l'ordre de l'apparent chaos cosmique, pas de déblatérer des sornettes sur l'après ou de promettre une béatitude d'imbécile heureux. Voilà. Justement, donc, on parlait des religions, j'ai vu vous opposer un peu les religions, plus ou moins, parce que déjà il y a eu la religieuse, alors là, le bouddhisme. De parler du bouddhisme, oui. Parce que chaque confrérie religieuse n'hésite pas à cracher sur son voisin d'à côté. Par contre, le bouddhisme, on n'y touche pas souvent, parce qu'on sacralise un peu le truc, on y met une vertu, on y met quelque chose d'exclusivement philosophique. Alors, certes, il y a de la philosophie dans le bouddhisme, comme il y a de la philosophie dans tout type de religion. Et on en oublie, moi qui suis relativement braqué contre toute forme de religion, le bouddhisme, on en oublie que c'est une religion qui a des codes, qui offre
d'après moi, la même fermeture qu'on peut trouver dans d'autres types de religions. Le bouddhisme, je sais pas, par exemple, je sais pas, les bouddhistes ont leur toge, là, leur sari, je ne sais pas exactement le nom, il doit y avoir un nom plus technique, et ils ont une codification pour plier leur... ils ne plient pas dans n'importe quel ordre. Alors ça, ce genre de petits détails, je crois que ça correspond à une absence de liberté. Voilà, ça semble n'être qu'un détail, mais pour moi ça a son importance. C'est peut-être, si je cite cet exemple, je crois que c'est quand j'ai appris que jusqu'à cet élément, donc cette codification pour plier leur toge, j'ai compris qu'il n'y avait pas, même chez eux, c'est des points de vue personnels, hein, mais même chez eux, pour moi, il n'y a pas d'espace de liberté. Voilà. Et donc, dans tout ça, quelle est la religion qui vous parle le plus? Alors, la religion dans laquelle j'ai été éduqué, c'est la chrétienté. Alors si je parle je pourrais en parler encore de mon livre Évangile. L'histoire de Jésus pour écrire mon livre, j'ai repris différentes Bibles, différents exemplaires de la Bible, et j'ai relu les évangiles. Les 4 évangiles canoniques, et j'ai trouvé que ces récits n'étaient pas si limpides que ça. Mais que les métaphores, les métaphores qu'on prêtait à Jésus, enfin les métaphores dont on se sert encore aujourd'hui pour transmettre les vertus chrétiennes, elles sont intéressantes. Donc voilà. Donc, quelle religion me touche? Je dirais aucune. Quelle religion m'a nourri, parce que je le veuille ou non, même si je me présente en opposition avec la religion, il n'empêche qu'elle fait complètement partie, je la nie pas, elle fait complètement partie intégrante de ce que je suis, de mon éducation. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous braquer un peu face à ces religions? Je crois que pour moi ça a été... peut-être quand j'ai écrit La traversée de l'existence, j'en suis arrivé à me poser un grand nombre de questions sur différents points. Là aujourd'hui on parle de religion, mais dans ce livre je ne parle pas que... il n'y a pas que la religion, on pourrait parler du monde matériel, enfin de la quête de biens matériels incessante. Voilà. Ça aussi c'est quelque chose quelque chose qui veut nous conditionner et auquel je n'ai pas consenti. Voilà. Alors la religion, c'est la même démarche, voilà, c'est quelque chose qui voulait me conditionner. En fait, vous étiez pris de liberté, en fait, tout ce qui est contraint. Je crois que c'est ça, et je crois d'ailleurs, c'est mes personnels, mais peut-être que même l'illustration du livre est censée la représenter, cette liberté. Voilà. Et d'ailleurs, je crois pas, c'est dans la première partie du livre, dans l'introduction, Jacques demande à Joseph que représente cette yole. Que représente cette yole, et en lui disant, quand on va pour faire une quête à l'âge adulte, c'est un désir d'adulte qu'on va chercher, c'est pas un rêve d'enfant. Et cette yole ne symbolisait que la liberté. Voilà. Donc oui, je suis épris de liberté, mais de liberté surtout de penser. Après, les actions sont limitées pour différentes raisons. Et vous êtes venu avec un livre, coup de cœur, je crois que c'est Albert Camus, qui est un auteur très connu en France. Aussi. Il a été prix Nobel aussi. Voilà, et voilà pourquoi ce livre, pourquoi Albert Camus? Alors, parmi les livres que j'ai lus, il y en a beaucoup qui m'ont marqué. Si je devais en retenir, j'en ai 2 à retenir particulièrement. Alors, j'ai choisi celui-ci, Le mythe de Sisyphe. Le deuxième, c'est Se libérer du connu, de Judy Krishnamurti. Leur particularité, la façon dont ils m'ont touché, ces 2 livres, c'est simple. Une fois que je les ai lus, pendant 2 semaines, j'étais complètement bloqué. J'étais incapable de lire autre chose, j'étais incapable de regarder un film, j'étais incapable... ils m'ont vraiment marqué. Et il se trouve qu'on parlait d'être épris de liberté, et j'en suis arrivé à dire que je parlais de liberté intellectuelle, liberté intérieure, qui est quand même limitée par des raisons. C'est limité par des raisons logistiques. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Et ce qui est marrant, c'est quand on lit des romans ou quand on voit des films, on a l'impression qu'on
que l'être humain a la capacité de tout plaquer, la capacité il l'a, de tout plaquer pour pouvoir changer sa vie du tout au tout. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi dans la vie. Et ce livre, il est super lucide. Voilà, il est super lucide. Le mythe de Sisyphe. Alors le mythe de Sisyphe, c'est de la mythologie. Dans la mythologie, Sisyphe est un personnage qui a été condamné par les dieux à devoir faire rouler sa pierre en haut d'une montagne. Et sa punition, c'est pour l'éternité, il doit faire rouler sa pierre et sa pierre redescend. Et il doit redescendre, il doit remonter la pierre. Et Camus a une façon de présenter ce mythe il parle beaucoup des ouvriers, de la vie des ouvriers, et leur vie pourrait ressembler à ce rituel sans espoir. Et alors la façon dont Camus l'amène, je trouve ça me fait sourire d'y penser, mais quand j'ai lu ce livre, j'en étais déprimé. Son histoire, c'est quand Sisyphe va pour rouler cette pierre, ce qu'il y a de tragique, c'est qu'il sait que de toute façon, elle va redescendre et il va devoir recommencer. Et il n'y a pas d'espoir. Et c'est pour ça que c'est tragique. Parce que s'il avait l'espoir qu'en faisant rouler sa pierre, il finirait par faire aboutir sa tâche, il y aurait de l'espoir, donc ça ne serait pas si tragique que ça. Mais là, c'est vraiment tragique. Et Camus a la subtilité de dire que peut-être que le petit moment de liberté, c'est le moment où il redescend pour aller rejoindre sa pierre. Et peut-être qu'à ce moment-là, alors déjà, il y a une victoire de la part de Sisyphe. Enfin, il pourrait y avoir une victoire de la part de Sisyphe, c'est déjà il a pris conscience de sa peine. Et quand il prend conscience de sa peine, peut-être que le problème, il n'en souffre plus de la même façon, il n'en souffre pas avec la même lourdeur. Mais il doit quand même rejoindre sa pierre, et ça va devoir recommencer éternellement. Et c'est en ça que c'est tragique cette histoire. Et donc il fait le mythe de Sisyphe, donc c'est une métaphore sur la vie répétitive, sur l'absurde de la vie. Il parle beaucoup de l'absurde de la vie. Voilà. Donc, on va présenter le livre d'Albert Camus, le mythe de Sisyphe. Voilà une histoire qui vous a transformé. Alors, on revient donc à votre livre. Voilà, je montre encore à nos téléspectateurs La traversée de l'existence, de Michael Nativel. Et dans le livre, l'épouse de Jacques, le multimillionnaire, elle a été retirée du couvent. Oui. Alors, est-ce que vous n'avez pas peur que certains lecteurs trouvent cela comme quelque chose de blasphème, comme un blasphème? Quelque chose de blasphématoire. Ça peut être d'ailleurs, de certains, on m'a dit, tu n'aurais peut-être pas dû écrire ça. Bon, encore une fois, c'était des personnes qui appartenaient à la religion. Parce que, très honnêtement, je ne crains aucunement d'être traité de blasphémateur ou quoi que ce soit, puisque pour craindre une telle appellation, ça voudrait dire que j'appartiens au système. Je m'explique. Un exemple que je donne à mon fils bien souvent, il craint, par exemple, ses professeurs d'école, il craint le directeur de l'école. Et je lui expliquais que moi, je n'ai rien à craindre, je ne fais pas partie de ce système, je ne fais pas partie de son école. Donc son directeur d'école ne va pas me tirer les oreilles. Et je pense que c'est en cela que moi, je n'ai pas du tout à craindre d'être pris pour un blasphémateur, dans la mesure où je ne fais pas partie de cette... je fais pas partie de groupements religieux. Donc je suis complètement exclu de ce système. Et ça ne me gêne pas. Et alors, petit aparté, quand j'ai osé écrire mon fameux évangile, au moment où j'étais un peu fébrile avant de le sortir, des gens m'ont aidé à prendre la décision, des gens qui avaient une éducation chrétienne et qui ont fait preuve, qui n'ont pas démontré des qualités humaines. Et ça m'a touché. Et je me suis dit, si eux se permettent de manquer d'humanité, pourquoi je n'irai pas au bout des choses et je réglerai des comptes, voilà, oui. De façon intellectuelle. Voilà. Donc on revient un peu à votre carrière en tant qu'écrivain, si vous devez faire un bilan de votre carrière. Déjà c'est gentil de dire le mot carrière. Ouais, vous avez quand même une dizaine... Il y a un chemin, un parcours carrière, le mot carrière... malheureusement, il ne me correspond pas encore. Et d'ailleurs, si on parle de carrière, on enlève un peu la dimension artistique, je trouve. Ça, c'est mon point de vue. Et alors, si je fais le bilan de
j'en prends le mot quand même, je voulais pas prendre le mot, voilà. Mais mon chemin d'écrivain, je sais qu'aujourd'hui j'ai 40 ans, j'ai publié plus de 10 livres, j'en ai un autre qui est fini aussi, qui devrait sortir peut-être début 2018, enfin en tout cas il est fait. Je suis satisfait de mon chemin. Aujourd'hui, à 40 ans, je ne sais pas si je suis au point culminant de mon écriture. Je ne sais pas. On parle, première question que vous m'avez posée, le destin, est-ce que j'y crois? Je n'y crois pas. Il y a quelque chose qui est en train de se dessiner. Et quand je serai arrivé à la fin de mon parcours, je pourrai me retourner et savoir quel était ce qu'on appelle mon destin. Je ne sais pas si là, aujourd'hui, mon chemin d'écriture, je suis arrivé au sommet et maintenant il ne va plus rien se passer, ou si je suis juste à un palier et que peut-être les choses vont décoller de façon plus significative. Je crois que vous avez eu un prix, je crois. Ah non, j'aurais bien aimé, mais j'en suis pas là. Non, même dans les Yvelines. Non. J'ai été salué par des articles de presse, et déjà ça c'est bon à prendre, mais la reconnaissance... Vous par le concours je garde les pieds sur terre, et je crois que c'est... Je crois que c'est quelque chose qui me caractérise dans mon écriture parce que je suis... je reviens sur le thème, par exemple, wesh, le musée d'Orsay. C'est parce que je ne suis qu'un homme. Enfin, je ne suis qu'un homme, je n'ai qu'une vie. Contrairement à mes personnages, je n'ai pas de double vie. Je n'ai qu'une vie. Mais il n'empêche que je vis différentes expériences et je ne suis pas que un écrivain. Je ne suis pas un gars de cité, mais paradoxalement, j'ai grandi dans les cités. Je vis encore dans une cité. Je suis retourné vivre dans une cité. J'ai déménagé il y a très peu de temps. Je suis retourné vivre dans une cité. Wesh, c'est la façon dont parlent les gens autour de moi. Je fais partie de ces gens-là. Mais il n'empêche que... c'est un peu le langage des... C'est le langage des jeunes, bien sûr. Alors, mais alors, il n'empêche que moi, j'ose quand même créer complètement ce que je suis. Je ne renie pas du tout la wesh attitude qui se passe en bas de mon bâtiment. Je ne la critiquerai pas sous tous ses aspects. Elle a ses raisons d'être. Il n'empêche que moi, je ne suis pas à l'extrême. Je suis Ces jeunes de la cité, vous leur proposez vos livres? Je crois qu'ils ne sont pas encore disposés à les lire. Il se trouve que et chez Monsieur Robert, alors j'ai un peu honte de le dire, mais je suis le premier à dire beaucoup à déplorer, voilà. Je suis le premier à déplorer la discrimination sociale. Malheureusement, alors je reviens sur celui-ci, je me disperse, excusez-moi, mais voilà. J'ai le droit de parler, donc je parle. Voilà. Donc avec celui-ci, le fondement de ce livre, c'était un événement qui a buzzé. Un événement qui a buzzé. Au musée d'Orsay. Voilà, au musée d'Orsay, qui a buzzé, et on a stigmatisé les jeunes. On leur a prêté une mauvaise image. On les a accusés d'être responsables des fermez vos gueules qui sont venus à leur oreille. Ils n'en étaient pas responsables, parce que quand bien même ils avaient eu des attitudes, ils auraient eu, ça aurait été conditionnel, quand bien même ils auraient eu des attitudes qui n'étaient pas bienséantes au sein d'un musée, rien ne justifie qu'on leur parle comme ça. Bon, alors ils ont été expulsés. Il n'empêche que moi j'ai proposé une alternative en proposant quelque chose un correctif. Voilà. On les a virés du musée. J'ai proposé à certaines institutions ce livre. Et il n'empêche qu'il n'a eu aucun retentissement, que certaines personnes ne sont pas prêtes. Quelles sont ces institutions? C'est délicat de le dire, parce qu'on ne sait jamais s'ils retournent leur veste et qu'ils viennent vers moi. Je préfère rester gentil avec eux. Je préfère rester. Pour l'instant, en tout cas, je me suis tourné vers des institutions, oui, des gens de pouvoir qui ont crié au scandale quand la chose est arrivée. Ils ont crié au scandale quand la chose est arrivée, et quand je leur ai présenté ça, alors oui, on pourrait m'accuser de vouloir peut-être faire de l'argent là-dessus, mais il ne s'agissait pas du tout de ça. Je suis complètement prêt à le donner même gratuitement, même si ça devait coûter quelque chose de ma poche, je suis prêt à le faire. Mais sous condition qu'il y ait une réception. Voilà, une réception, voilà. Et ça n'a pas du tout été le cas. Alors, pour parler de la banlieue, ça, chez Monsieur Robert, donc ça tournait autour de ma petite cité. Là, j'habite dans une ville du 91, plutôt
malfamé. Et il se trouve que là, pour le coup, la mairie de la ville dans laquelle je vis, les Ulysses, a eu la gentillesse de m'acheter une quantité considérable de ces ouvrages pour les redistribuer aux jeunes de la ville. Alors après, malheureusement, j'ai pas eu de retour. J'ai pas eu de retour. Il n'empêche que je suis quand même content et je pense qu'à moyen terme, il y a quand même des choses qui vont finir par se faire, puisque je propose de la vulgarisation à l'adresse d'un public qui malheureusement n'est pas, dont on ne s'occupe pas, qui est vraiment mis au banc de la société. Et en général, qui sont vos lecteurs? Vous avez Alors, une mes idée? lecteurs, bon, à mon grand désespoir, ça commence par un cercle tout à fait restreint, c'est la famille et les amis. Voilà. Et j'ai la chance parce que je diffuse, je suis pas très actif sur les réseaux sociaux parce que c'est pas ma tasse de thé, mais par contre mes sites internet sont complètement visibles. Sur Google, je suis parfaitement référencé et j'en arrive à avoir pas mal de ventes via internet. C'est mon principal moteur de distribution. Puis d'ailleurs, avec un livre sur Siparis, celui-ci, j'ai eu l'occasion aussi d'en faire parler en Martinique. Donc du coup, j'avais aussi des personnes qui se sont tournées vers moi en Martinique, des journalistes. Vous êtes allé là-bas pour la promotion Non, pas pour la promotion. Et il se trouve que malheureusement, j'y suis allé plusieurs fois et j'ai pas eu l'occasion d'y retourner depuis la publication de ce livre. Mais à distance, j'ai ma belle famille qui est là-bas. J'ai l'occasion de faire connaître ce livre-là. Voilà. Et dans le cercle parisien, Île-de-France et tout Je crois que je n'ai pas encore le profil, malheureusement. Mais peut-être que je reviendrai vous voir dans quelques temps et que j'aurai davantage. Mon aura se sera élargi. Donc, justement, dans vos projets à court long terme, bon. Mes projets littéraires. Oui, mes projets littéraires, J'en ai au minimum un, ça c'est tout à fait évident, puisque je disais tout à l'heure, j'ai un livre qui est déjà fini, enfin qui a déjà été écrit. Ce sont des fables, voilà, comme je disais, je m'efforce de toujours faire une mise en forme différente. Et là, ce sont des fables, façon La Fontaine, hein, des fables où ce sont des animaux qui parlent et qui sont censés apporter une certaine morale. Voilà. Donc ces fables sont déjà écrites. Je pense les publier dans un temps relativement court. Ensuite, j'ai encore quelques projets à mener, mais ils sont trop embryonnaires pour l'instant pour que je m'aventure à en parler davantage. Alors, on va vous laisser. Si vous avez une page coup de cœur dans votre livre, un passage coup de cœur, une petite lecture, et puis bon, après, vous allez nous faire une petite dédicace de votre livre. D'accord. Et on pourra se quitter en beauté. D'accord. Alors, comme je vous disais, mes livres, je ne les fais pas. J'ai pas la prétention de. C'est pas ce que j'aime en tant que lecteur, les dénouements, enfin les intrigues. Puisque je trouve que c'est un ressort un peu facile de la part d'un auteur, sauf quand c'est très très bien fait, mais de la part d'un auteur, dans la mesure où on est maître de ce qu'on fait, si on décide de ce qui va se passer à la fin, on peut effectivement moduler le début. Alors je ne joue pas du tout sur le dénouement, sur mes histoires, il n'y a pas d'intrigue, c'est juste des histoires qui sont racontées, et parfois des points de vue sur la vie qui sont partagés. Alors c'est pour ça que je n'hésite pas à vous lire mon livre vers la fin. Voilà, vers la fin. On vous écoute alors. Alors, voilà. Où commencer? Voilà. Alors c'est un personnage qui parle, mais on va dire les mots viennent de moi, donc c'est un petit peu le reflet de ma pensée. J'estime l'hypothèse du Dieu religieux aussi abracadabrantesque que les théories darwinistes sur l'évolution des espèces. Même la croyance en des sciences est parfois une histoire de foi. La foi existe en chacun. Elle est orientée différemment d'une personne à l'autre. Moi, j'ai foi en un Dieu indéfinissable et absolu, que rien n'oblige à appeler Dieu, et qui sempiternellement prouve qu'il n'a pas d'oreille pour les prières inconséquentes, mais qu'il encourage et soutient les actes. À mes yeux et en mon cœur, il existe aussi certainement que ta Yole. Maintenant qu'elle est là, tu n'as plus besoin d'y croire, elle est. Quand on sait, on ne croit plus, on sait. Moi, je sais. Taille-toi ton avis toi-même. Là, c'est Jacques qui parle. Jacques qui parle, qui parle à Joseph, qui a pris. Parce que je crois après il est allé en Californie. Voilà, après toutes leurs péripéties. Voilà, après toutes leurs péripéties, parce qu'ils sont passés, je vous disais, par la Guyane, par la Réunion, par la Californie. Finalement. La Yole qu'il a sacrifié à la mer parce que finalement,
elle n'était là que pour représenter quelque chose. Donc on enlève le symbole et on garde que ce que ça représente, la liberté. Il était en quête de liberté, il a trouvé sa liberté. C'est tout. Donc une fois qu'il a la liberté, il n'a plus besoin du support matériel. Et vous, peut-être, vous trouvez votre liberté en écrivant, peut-être Je pense, mais d'ailleurs, si vous permettez, je lis la petite fin, voilà, où je commence, qui résume, je crois, mon travail d'écriture. Alors, c'est toujours Jacques qui parle à Joseph et qui lui fait une morale un peu pour finir l'histoire. Quand tu auras tout réduit à l'essentiel, quand tu regarderas les mots de l'existence avec sensibilité, la vie et ta vie, tu sauras les traduire en fables. Tes fables deviendront ta vérité. Aussi vrai que les fables des livres sacrés sont véridiques pour qui s'y reconnaît et s'y abandonne. Et si la fable de Sophocle, au même titre que l'allégorie de la caverne, a des applications universelles, c'est dans des mondes de fabulistes que l'on peut s'affranchir de toutes les autorités possibles, que sous tous les aspects qu'elles revêtent, l'on y tue les images du Père et épouse les images de la Mère, et que l'on s'évade de toutes sortes de cavernes qui puissent exister. Nos vies sont des fables dont nous sommes les auteurs. C'est en les rédigeant que l'on passe de l'autre côté. Un discours un peu philosophique. Un peu philosophique. Alors, il faut savoir, c'est vrai que là, j'ai pris ce passage. Bon, faut savoir, à l'intérieur du livre, si on remonte un peu plus haut, je fais référence à Sophocle en parlant du complexe d'Oedipe, en parlant de Freud, donc la fable de Sophocle. Donc j'en arrive à parler du fait de tuer l'image du père et d'épouser l'image de la mère. Et je l'aborde pas, voilà, mais je l'aborde pas sous la forme du freudisme, mais sous la forme considérer cette fable de Sophocle sous une forme plus universelle. S'affranchir de toutes les autorités, enfin une explication de s'affranchir de toutes les autorités. Tuer le père, c'est pas juste une histoire de notre sexualité, c'est aussi une histoire d'épanouissement intellectuel. Voilà. Toujours la liberté, s'affranchir. Voilà, et puis non, voilà, c'est toujours dans votre livre. Voilà. Ok, donc on va finir, on vous laisse donc dans cette rubrique nous faire une dédicace de votre livre. Notre émission est finie. D'accord. Et vous allez nous écrire un petit mot ça va être très simple. Pour l'équipe. Et étant donné que ça m'a fait plaisir de venir vous voir. Oui, tous les téléspectateurs, et puis vous nous dire ce que vous écrivez. Éventuellement, vous le dites en ça va être très simple. Ok. Alors, en remerciant. Donc on écoute donc Michael Nativel, qui était notre auteur du jour. En remerciant BZTTV. Voilà, qui nous fera une dédicace pour l'émission littéraire Le Livre en question. Et on va se donner rendez-vous pour une autre émission sur ce même plateau. Simplice. Je remercie BZTTV et Simplice pour leur accueil, de m'avoir reçu. Ok, donc vous allez présenter donc rapidement ce que vous avez écrit aux téléspectateurs et puis on va se dire au revoir. Ok. Signé Michael Nativel, l'auteur du jour, à l'émission littéraire Le Livre en question. Ok, donc voilà, vous le réalisez rapidement. Voilà. En remerciant BZTTV et Simplice de m'avoir reçu. Voilà. Ok. Et je vous remercie de m'avoir reçu. Merci, à très bientôt. À très bientôt, j'espère. Bonne continuation. Merci. Au revoir. Pour toutes vos stratégies de communication, vos manifestations politiques et culturelles, vos conférences et séminaires de formation, pour toutes vos cérémonies de mariage et de baptême, vous avez désormais une adresse professionnelle. L'agence Glouzilet au 26 avenue Henri Barbus, 93 000 Bobigny. Un studio high-tech de 49 mètres carrés est mis à votre disposition avec du matériel moderne de production et de post-production. L'agence Glouzilet dispose également de 2 supports de communication sur Internet, bzd-tv.com et glouziletnews.com. Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre au 09 19 588 881, 06 30 768 600,
06 65 381 367.